Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de m'avoir invité à participer à cette émission à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre. Quel est le sens de cette date? Quel est le sens de cette journée? Journée internationale des droits de l'homme, 10 décembre. Il faut se rappeler que le 10 décembre 1948, la communauté internationale, pour la grande majorité, a adopté une déclaration qui se base sur la dignité humaine. Les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans laquelle s'est inscrit l'homme comme étant un être humain qui possède des droits inaliénables, des droits imprescriptibles, des droits indivisibles, des droits universels. Le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, représente non seulement une date importante dans l'histoire de l'humanité, mais aussi c'est une date qui marque un changement de paradigme juridique. À partir du 10 décembre 1948, on abandonne une conception de pratique d'un droit international en tant qu'ensemble de relations entre les États, fondé sur un rapport basé sur la force et sur un rapport bilatéral. Maintenant, on aborde justement un droit international qui se construit à partir d'un ordre juridique supra-étatique. Et cet ordre juridique supra-étatique est dominé par justement les droits fondamentaux de la personne humaine, les droits que les États ont adoptés à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Donc, le 10 décembre n'est pas seulement une date. Le 10 décembre, c'est non seulement une date importante par rapport à la consécration des droits fondamentaux de la personne humaine en se basant sur la dignité humaine, c'est une date importante par rapport à la consécration des droits qui existaient, mais que la guerre, que les oppressions empêchaient justement au peuple du monde entier de jouir pleinement de ses droits. Mais c'est aussi une date, c'est aussi l'occasion pour tout un chacun, pour tous les peuples du monde entier, de mettre l'État, de mettre les États devant leurs responsabilités par rapport à cette déclaration qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit international des droits de l'homme, c'est un droit interétatique, un droit qui implique la responsabilité directe des États. Maintenant, lorsqu'un État a accepté de signer et ratifier un accord, une convention, un traité international, maintenant l'État a un certain nombre d'obligations par rapport à ce texte. Et c'est exactement ce qui arrive le 10 décembre. Non seulement c'est une date qui nous rappelle que l'humanité a fait le choix de protéger les droits fondamentaux de la personne humaine, mais cette date nous met en tant que peuple devant notre responsabilité. Laquelle responsabilité qui oblige les États à respecter leur engagement par rapport à ces droits fondamentaux, ces droits importants que l'on appelle les droits de l'homme. Mais que sont donc ces droits de l'homme? On en parle, on parle de droits de l'homme, on parle de droits de l'homme, et pendant cette semaine, on va encore parler de droits de l'homme. Mais qu'est-ce que donc ces droits de l'homme? Comment peut-on définir les droits de l'homme? Alors, pour nous autres, comme experts en la matière, nous allons justement définir les droits de l'homme à partir d'une définition apparemment simpliste de l'Organisation des Nations Unies, mais une définition qui, plus ou moins complète, une définition qui dispose tout ce qu'on peut dire, une définition peut avoir pour parler des droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme, selon les Nations Unies, c'est donc un ensemble de droits inaliénables de tous les êtres humains, quelle que soit leur nationalité, leur lieu de résidence, leur sexe, origine, ethnique ou nationale, quelle que soit leur couleur,
quelle que soit leur religion, quelle que soit leur opinion politique, quel que soit leur sexe, quelle que soit les langues qu'ils parlent, quelle que soit leur origine nationale ou raciale, ethnique, etc. Donc, implicitement, suivant cette définition, les droits de l'homme représentent des droits que dispose tout un chacun, peu importe leurs conditions d'existence, peu importe leur lieu d'existence et peu importe leur situation. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme a fait de l'homme un être qui dispose de ce qu'on appelle la dignité humaine. La dignité humaine représente pour la déclaration la pierre angulaire même de cette déclaration. Et c'est à partir de cette dignité humaine que l'on définit les droits de l'homme, les droits fondamentaux ou les droits de la personne. Au niveau sur le plan national ou sur le plan international, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, il est absolument important de savoir que il suffit d'exister pour que l'on possède des droits. Et ces droits-là sont des droits inaliénables qui sont attachés à la personne en tant que personne humaine qui dispose de ce qu'on appelle la dignité. Mais les droits de l'homme que l'on parle aujourd'hui font référence aux libertés, aux revendications, aux facultés propres à chaque individu par le simple fait d'appartenir à la race humaine. Ce qu'il faut faire remarquer, c'est que les droits de l'homme, qui ne sont pas une création ex nihilo, permettent à tout un chacun de vivre dans la dignité. Les droits de l'homme sont donc le fruit des revendications des peuples contre les oppressions, contre la guerre, contre la misère. On parle de droits de l'homme aujourd'hui et c'est la journée internationale des droits de l'homme. Mais des personnes pensent que dès qu'on parle de droits de l'homme, on oublie la femme, on oublie les enfants. C'est comme quoi il y a un droit justement pour la femme et pour les enfants. Mais effectivement, il y a justement les droits de la femme, les droits des enfants. Mais les femmes sont-elles concernées par les droits de l'homme? Quelle est alors la spécificité des droits des femmes et des droits de l'enfant? Je me rappelle de cours de droit international. Implicitement, il disait que quand je parle de droits de l'homme, je parle aussi de droits de la femme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que lorsque l'on parle de droits de l'homme, il n'y a pas une différence en tant que femme, en tant que fille, en tant que garçon, en tant qu'enfant. Il y a justement l'homme de façon générale comme étant une créature, une personne humaine, une personne qui dispose de raison, une personne qui justement mérite que l'on respecte sa dignité. Cependant, en vertu du caractère faible de certains groupes dans la société, pour le protéger, on
dans ce qu'on appelle la Charte internationale des droits de l'homme, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans les deux pactes de 1966, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels. Droits de l'homme, droits humains ou encore droits de la personne humaine sont-ils des concepts interchangeables? Les droits de l'homme, quelle que soit la façon dont on le comprend, quelle que soit notre compréhension de ce droit, ce sont des droits qui, généralement, ne font aucune distinction par rapport à la personne, par rapport à la nature. Les droits de l'homme en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne faisait aucune distinction entre l'homme, entre la femme, entre humain, qui est justement un adjectif qualificatif, entre personnes humaines. Cependant, par rapport à la culture de certains États, par rapport à la culture de certains peuples, on a fait une différence, on a fait justement certaines différences entre soit que l'on parle de droits de l'homme, soit que l'on parle de droits de la personne humaine, soit que l'on parle de droits humains. Mais ce concept-là englobe le même type de droit. Ce concept, que ce soit les droits humains, que ce soit le droit de la personne, que ce soit les droits de l'homme, cela englobe justement les droits fondamentaux de la personne humaine, les droits inaliénables et imprescriptibles, des droits universels que tout un chacun dispose à partir de leur existence. Bien entendu, on parle de droits de la personne surtout au Canada, et on parle de droits de l'homme exclusivement en France et dans d'autres pays pour éviter toute ambiguïté par rapport à la montée du féminisme vers
dans les années qui ont lieu avec les autres. C'est comme dans un système. Dans un système, dès qu'il y a violation, dès qu'il y a un élément du système qui a été mis à mal, c'est tout le système qui fonctionne mal. Donc c'est la même chose pour les droits humains. Dès que l'on viole un droit humain, dès que l'on viole un droit humain, dès que l'on viole le plus petit des droits de l'homme, on viole tous les autres droits. On met tous les autres droits en péril. Et c'est ce qu'on appelle l'indivisibilité, l'interdépendance et la solidarité des droits de l'homme. Quand on parle de droits de l'homme, le plus important est de savoir que on ne peut pas, sous prétexte de protéger un droit et violer un autre droit. L'État a l'obligation de protéger tous les droits humains, quelles que soient les conditions. Les droits économiques, socioculturels, les droits civils et politiques, les droits liés à la solidarité, tous ces droits-là méritent d'être protégés par l'État, quel que soit le cadre figure. Il ne peut pas y avoir de discrimination de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine. Les droits humains sont égaux et non discriminatoires. Peu importe que l'on prend le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit au loisir, les droits humains sont égaux et non discriminatoires. On entend souvent parler de génération de droits de l'homme. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire quand on parle de génération de droits de l'homme? La communauté internationale a adopté une guerre froide entre les Occidentaux et les Soviétiques. En 1948, la plus grande bataille après la Seconde Guerre mondiale a lieu au niveau des débats pour l'adoption de ce texte, la Déclaration universelle des droits de l'homme. On sait très bien que les capitalistes, les Occidentaux sont partisans des droits civils et politiques, tandis que les communistes, les socialistes, si vous les associez communistes socialistes, sont liés justement par les droits économiques, les droits sociaux surtout. Maintenant, pour les capitalistes, le bien-être dépend de la jouissance des droits civils et politiques. À l'inverse, les communismes à l'époque, c'était
qui sont actifs et à chacun de ces comités un organe de surveillance et c'est tout ça qui rentre justement dans cet arsenal juridique que l'on appelle les instruments juridiques internationaux qui consacrent les droits humains. Donc qui consacrent les droits humains et qui protègent aussi les droits humains. Par exemple, on a la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. On a le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, socio-culturels, convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, convention contre la torture et autres, convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989. Il y a un comité pour chacun de ces traités qui vise à assurer la surveillance en vue de la protection des droits fondamentaux inscrits dans tous ces traités, tous ces pactes et tous ces accords signés par les États. Alors, à cette question, quels sont les différents niveaux de protection des droits de l'homme? Je réponds très rapidement qu'il y a, à mon sens et de mon expérience, trois niveaux. Trois niveaux de protection de façon macro, trois niveaux de protection des droits de l'homme. Il y a d'abord le niveau national. Le niveau national, chaque pays, au sein de chaque pays, il y a un système, un arsenal répressif visant à assurer la protection des droits humains. Soit que c'est les tribunaux, soit que ce sont des organes qui sont liés à ces droits de façon particulière. Il y a aussi le niveau régional parce qu'il y a la régionalisation des droits de l'homme. On a, dans le cadre de l'OEA, il y a les droits de l'homme, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, il y a la Convention interafricaine des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il y a justement au niveau régional, soit que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique, vous disposez justement un système régional vous permettant de recourir à un tribunal lorsque l'État viole votre droit, lorsque l'État se fait le principal, est-ce que je peux dire ça, prédateur de vos droits. Donc il y a aussi le niveau international, le niveau universel qui se trouve dans le cadre de l'ONU. Donc lorsque il y a violation des droits humains sur le plan national, on peut aller au niveau régional tout comme on peut aller au niveau international. Donc il faut justement attendre que les voies de recours internes soient épuisées pour saisir une instance internationale en vue d'exiger le respect de vos droits, le respect des droits fondamentaux de tout un chacun. Alors, quelle est la situation des droits de l'homme en Haïti? Alors, c'est une question un peu qui paraît facile, une question apparemment facile pour certains, mais pas si simple, pas si facile que ça. Pour comprendre la question de la situation des droits de l'homme en Haïti, il faut justement comprendre ce qu'on appelle les obligations de l'État par rapport aux droits de l'homme. Pour dire est-ce que les droits de l'homme sont respectés ou pas, il faut comprendre les obligations de l'État haïtien ou des États par rapport aux droits de l'homme. De façon générale, ce que l'on peut dire, c'est que lorsque l'on parle du droit de l'homme, l'État a trois obligations. Quel que soit l'État, il a trois obligations par rapport aux droits de l'homme. Si l'État ne respectait pas ses obligations, maintenant on peut dire que la situation est mauvaise. On peut dire que les droits humains ne sont pas respectés. Maintenant, de façon générale, l'État a l'obligation de respecter. L'obligation de respecter sous-entend que l'État se doit de respecter les engagements pris lorsqu'il a signé un traité ou un pacte, un accord, etc. Parce que les droits de l'homme, il fait partie du droit international. Or, le droit international, c'est justement un droit qui se base sur les conventions, sur les traités. Maintenant, lorsque un État signe un traité et l'État ratifie ce traité vient maintenant fait partie du droit positif de cet État, l'État se doit de respecter ce qu'il a signé. D'où l'obligation première de l'État par rapport aux droits humains, c'est l'obligation de respecter. Maintenant, en dehors de l'obligation de respecter, il peut y avoir l'obligation de protéger. L'obligation de protéger, cela sous-entend que les humains, chaque personne, tout individu, toute personne humaine
dépendamment de sa situation, de son sexe, etc., dispose des droits fondamentaux. Et ces droits fondamentaux, l'État a l'obligation de protéger ses droits, de protéger cet individu contre une tierce personne qui s'arroge le droit de violer ses droits. Donc l'État se doit de protéger cette personne, l'État se doit de prendre toutes les dispositions imaginables pour protéger cette personne, les droits fondamentaux de la personne, parce que l'État a l'obligation de protéger. Maintenant, l'État peut manquer à ses obligations de protéger. L'État a l'obligation de faire respecter maintenant. Faire respecter, c'est par le fait que l'État doit mettre en marche toutes les mesures. L'État doit adopter toutes les mesures, toutes les dispositions nécessaires pour que chacun respecte le droit de chacun. Pour que chaque personne respecte le droit de l'autre. Je respecte votre droit, vous respectez mon droit, et une tierce personne respecte nos droits, et on aura une société juste, une société équilibrée. Mais ce n'est pas du tout facile. C'est pourquoi l'État a cette obligation de faire respecter. Lorsqu'une personne tente de violer les droits fondamentaux, l'État est là comme le dernier rempart pour exiger le respect de ces droits fondamentaux. Maintenant, quelle est la situation des droits de l'homme par rapport à notre analyse? Par rapport à notre analyse, il faut aussi faire l'analyse sur des angles. Le droit économique, socio-culturel, les droits civils et politiques. On peut aller jusqu'au droit troisième génération, le droit au développement, le droit de la paix, le droit à la solidarité. Quand on parle de droits civils et politiques, l'État se doit de prendre toutes les dispositions pour permettre la bonne jouissance de ces droits. Permettre la bonne jouissance des droits civils et politiques, cela sous-entend que l'État crée les institutions, mais l'État n'intervient pas pour empêcher à ces institutions de faire son travail. Maintenant, se basant sur cette petite parenthèse, on peut dire que, mais qu'est-ce qui se passe en Haïti? À la veille du 10 décembre 2019, on assiste à une instrumentalisation de la justice. Or, la justice, c'est partie des droits civils et politiques. L'État se doit de mettre les bouchées doubles pour que la justice soit indépendante, pour que la justice fasse son travail. Mais on constate que l'État instrumente la justice. L'État a instrumentalisé plus ou moins la justice haïtienne. On a l'exemple avec le cas de Sogénère. On a l'exemple au Gonaïve où un commissaire du gouvernement a émis justement plus d'une vingtaine de mandats contre les opposants politiques. On a socio-culturel. On peut dire, mais s'il se contente de ne rien faire, il est clair, mesdames et messieurs, la situation des droits de l'homme, au moment où nous parlons, la situation des droits de l'homme, à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme, est catastrophique.
la situation des droits de l'homme est catastrophique en Haïti. C'est comme quoi l'État a mis en berne les droits fondamentaux de la personne humaine. C'est comme quoi l'État ne prend pas en compte les droits de l'homme, les droits humains, les droits de la personne n'existent pas pour l'État haïtien de nos jours. C'est pour cette raison que nous autres, au niveau de l'Observatoire haïtien des droits humains, nous nous engageons à observer, à promouvoir et à défendre les droits de tous sans distinction aucune, sans discrimination. L'État constitue de nos jours exactement le principal prédateur des droits humains en Haïti. L'État haïtien, c'est le principal prédateur des droits humains. C'est l'État haïtien qui viole en premier lieu les droits humains en Haïti. Alors que l'État haïtien a signé les conventions. L'État haïtien a signé les traités. L'État haïtien fait partie de la majorité des traités. L'État haïtien a l'obligation de respecter, l'obligation de faire respecter, l'obligation de protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Et c'est ce même État-là qui viole les droits. Alors, je reviens justement à une question posée préalablement. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, en cas de violation des droits humains par l'État haïtien? On a 3 recours possibles. 3 niveaux de recours possibles. Le niveau national, on peut saisir les tribunaux, quoique la justice est instrumentalisée au profit de l'État. On peut saisir les tribunaux internes. Au niveau régional, on peut saisir la Commission interaméricaine des droits de l'homme qui, à son tour, va saisir la Cour s'il n'a pas pu résoudre la question. Et, en dernier lieu, on peut aller au niveau international avec, justement, l'Organisation des Nations Unies. Mesdames et messieurs, à l'occasion de ce 10 décembre 2019, je dois vous faire passer ce message. Il est important de savoir que vous disposez des droits fondamentaux. Il est important de savoir que, par le fait que vous existez, peu importe votre situation, black, rouge, blanc, bleu, noir, peu importe votre lieu d'existence, Haïti, Cité-Soleil, Bel-Air, Péguiville, Pétionville, peu importe votre lieu de résidence, aux États-Unis, en Haïti, en Syrie, en Irak, etc., vous avez des droits inaliénables, des droits interdépendants, des droits intimement liés par le fait que vous existez. Et par le fait que vous disposez de ces droits, l'État haïtien se doit de prendre toutes les dispositions pour protéger vos droits, pour garantir ces droits et pour punir et sanctionner les personnes qui ont tendance à violer ces droits. Malheureusement, on le constate que l'État se comporte beaucoup plus comme un prédateur des droits humains au lieu d'un protecteur. C'est pour cette raison, au nom de l'Observatoire haïtien des droits humains, je vous invite à vous engager pour le respect de vos droits. Merci.